Bien, on va reprendre. Alors, avant de donner la parole, est-ce que vous m'entendez? Avant de donner la parole à Éléonore Jarich qui va vous présenter les résultats préliminaires de l'étude Adoker, je vais juste vous faire une courte présentation du projet GED, donc Recherche sur les jeunes aidants, dans lequel s'inscrit Adoker. Et donc qui est né en 2017, comme je vous disais, du constat qu'on est allé regarder un peu ce qui se faisait à l'étranger sur le domaine des jeunes aidants et qu'il fallait sortir la loupe pour voir qu'il ne se passait pas grand-chose en France. Donc les objectifs du projet GED, il y en a 4. Le premier, c'est d'identifier les jeunes aidants en France. Le deuxième, c'est d'étudier les facteurs de protection et de vulnérabilité. Le troisième, c'est de caractériser les difficultés des jeunes aidants. Et puis, le quatrième, c'est de développer et évaluer des interventions destinées à les aider. Donc pour ça, on a plusieurs projets en cours et à venir. Un premier volet d'études qui sont des études exploratoires qui visent à mieux identifier ces jeunes et leurs difficultés, donc l'étude Adoker qui va vous être présentée après, mais aussi une étude sur les étudiants qu'on a appelée Campus Care, et puis ensuite il y en aura une à venir sur les lycéens, sur les collégiens, pardon. Un deuxième volet d'études exploratoires auprès des professionnels, une étude sur les représentations et les connaissances des professionnels dans le milieu de l'éducation, dont je vais vous donner quelques résultats là maintenant, et puis à venir sur les professionnels de santé. Et enfin, un troisième volet qui est sur l'étude sur l'évaluation d'intervention qui se fait là pleinement en partenariat avec l'association nationale JAD et dont certains éléments vous seront présentés cet après-midi par ma collègue Géraldine Dorard qui donc est responsable de ce projet avec moi. Et là, vous voyez les différentes collègues qui travaillent avec nous. On s'est donc agrandi depuis 2017 et ce que je vais vous présenter là a notamment fait l'objet du travail de Master 2 de Pauline Justin. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en fait? Pourquoi une étude auprès des professionnels de santé? D'abord parce qu'on a vu que l'aidance va avoir un impact sur la scolarité des jeunes et aussi qu'en parallèle, l'école, c'est un lieu de répit, de repli pour les enfants, en tout cas où ils doivent pouvoir se développer et s'épanouir. Mais beaucoup de jeunes aidants n'osent pas parler de leur situation et s'ils en parlent, ils ne sont pas forcément reconnus ou soutenus. Donc nous, on a voulu savoir finalement qu'est-ce qui se passe, que savent les professionnels du milieu de l'éducation sur les jeunes aidants. Donc c'est une étude qui a été faite sous forme d'entretien de recherche. Les personnes étaient rencontrées. En tout, il y a eu 33 professionnels, 41 ans en moyenne, moitié hommes, moitié femmes, une majorité d'enseignants, mais aussi des chefs d'établissement, des conseillers pédagogiques éducatifs, et puis des professionnels médico-sociaux, infirmiers, assistants sociaux, psychologues et un médecin. Alors, dans ces établissements, où est-ce qu'ils travaillaient? Il y avait une moitié environ de lycées, mais aussi des personnes qui travaillaient en collège et quelques personnes en élémentaire. On a vu que l'aidance, ça peut commencer très tôt, donc on a voulu aussi voir ce que les professionnels disent dans ces établissements. Et enfin, une majorité d'établissements publics, mais aussi quelques établissements privés. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, ces professionnels? 88% n'ont jamais entendu parler du terme jeune aidant quand on les interroge, mais quand on leur explique ce que c'est un jeune aidant, finalement, 57% arrivent à identifier qu'ils en ont déjà rencontré. Et plus spécifiquement, ceux qui les identifient le mieux, ce sont les professionnels médico-sociaux et les conseillers pédagogiques éducatifs. Voilà, c'est ceux qui sont finalement le plus au contact avec les jeunes et qui connaissent leurs difficultés. Et par ailleurs, c'est aussi ceux qui travaillent en collège et au lycée. Si on les interroge maintenant sur ce qu'ils se représentent de l'aide que ces jeunes peuvent apporter, finalement, ils ont une assez bonne représentation, alors bonne dans le sens correct, c'est-à-dire du type d'aide, des personnes aidées, des raisons de l'aide et des conséquences autant négatives que positives.
Alors ensuite, on les a interrogés sur les actions. Qu'est-ce qu'ils mettent en place pour ces jeunes? Alors un certain nombre de personnes disent ne rien faire, mais d'autres disent qu'ils vont en informer l'équipe, comme là par exemple, une CPE qui dit « Moi j'en informe les enseignants dans des situations comme ça, parce que je ne veux pas que les enseignants la dégomment », donc là la jeune aidante, quand elle revient en fait, je pense que c'est déjà assez compliqué à la maison, donc elle n'a pas besoin de ça. D'autres qui vont essayer de parler directement avec le jeune, d'autres qui vont rechercher des aides à l'extérieur. Donc par exemple ici une assistante sociale qui dit on travaille encore avec la maman sur le fait qu'elle peut trouver des aides à l'extérieur, l'amener à demander moins à sa fille et plus à d'autres personnes de son entourage. Il y a des aménagements scolaires aussi qui sont proposés. Ici, un chef d'établissement qui nous dit si jamais il ne se sent pas bien, si on voit qu'il y a une incidence sur ses résultats scolaires, on pourra mettre en place des dispositifs, un tutorat, un assistant pédagogique pour rattraper les cours. Et enfin, dans un cas, il y a eu un signalement qui a été fait dans une situation grave. Ensuite, il nous donne un certain nombre de freins. Des freins à mener des actions, mais aussi des freins qu'ils perçoivent pour pouvoir mettre des choses en place. D'une part, la charge de travail, mais aussi le manque de formation, le fait que certains pensent que c'est le rôle d'autrui. Finalement, ce n'est pas le rôle de l'école, mais c'est le rôle de la société ou des hôpitaux de s'occuper des jeunes aidants. Le fait aussi qu'il y a une réelle difficulté à aborder la sphère privée et familiale, l'importance du secret, donc c'est une situation gardée au sein de la famille, et le risque de dérive avec l'idée que peut-être les jeunes aidants pourraient abuser de certains aménagements qu'on leur donnerait. Et enfin, alors quel est l'apport des spécialistes? Qu'est-ce qu'ils pensent que les spécialistes pourraient leur apporter? D'une part, leur apporter des connaissances sur les jeunes aidants, sur leurs besoins. Ici, on a une psychologue qui dit jusqu'à aujourd'hui, je ne connaissais pas le terme de jeune aidant, donc c'est aussi mieux informer la population d'un établissement scolaire pour dire que ça existe. Ils demandent aussi des indicateurs de repérage, des aménagements scolaires, des idées de ce qu'ils pourraient mettre en place. Des techniques de communication pour mieux parler en fait avec le jeune. Ici, un enseignant qui dit des conseils d'approche pour ne pas être trop brut de décoffrage et balancer des vérités toutes faites qui sont complètement inadéquates et que le jeune pourrait mal ressentir. Et enfin, proposer de réaliser des enquêtes et des suivis de ces jeunes. Alors, ces personnes ont été recontactées 15 jours plus tard pour savoir depuis qu'est-ce qui s'était un peu passé pour eux suite à cet entretien. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que 75% en ont reparlé à quelqu'un, des jeunes aidants, et ils en ont majoritairement parlé à des collègues ou à des collègues et à leur entourage. Donc, il y en a qui en ont parlé plusieurs fois. Et puis, 79% ont repensé à la situation des jeunes aidants. 28% ont repensé à des situations passées où ils ont pu être donc confrontés à des jeunes aidants et 32% disent avoir un nouveau regard sur des situations actuelles. Et enfin, 15% ont effectué des recherches pour en savoir davantage sur cette population. Donc, en conclusion de cette courte présentation, ces résultats ils rejoignent des observations qu'on peut faire sur le terrain, des choses aussi qu'on sait de la littérature dans les autres pays. Pour nous, ce qui est important maintenant, c'est vraiment d'essayer de réaliser une enquête nationale de plus grande envergure, et c'est la suite de cette étude pour vraiment mieux spécifier les choses et pour pouvoir vraiment proposer des interventions de sensibilisation et de formation qui vont être adaptées aux spécificités des professionnels et des établissements, qui vont évidemment s'inspirer de choses qui sont déjà faites à l'étranger et pour pouvoir ensuite proposer des recommandations pour ajuster les pratiques. Voilà, alors je vous informe, vous avez un petit flyer dans votre sacoche qui concerne notre site internet où vous pourrez découvrir nos projets et puis les résultats qu'on y mettra au fur et à mesure. Et je vais tout de suite donner la parole à Éléonore Jarige qui va vous présenter donc le travail qu'elle réalise dans le cadre de sa thèse de doctorat en psychologie sur Adocare. Alors,
Bonjour mesdames et messieurs, donc je me présente, je m'appelle Éléonore Jarry, je suis doctorante à l'Université Paris-Descartes et je vais vous présenter les résultats préliminaires de ma thèse qui s'appelle ADOCARE, qui porte sur la santé mentale et la qualité de vie des jeunes aidants. Donc attention, on va commencer avec un petit quiz. Donc mon étude porte sur les adolescents, plus particulièrement sur les lycéens français, et parmi ces adolescents, certains jeunes vont être confrontés à la maladie d'un proche. Parmi ces jeunes confrontés à la maladie d'un proche, certains vont apporter un niveau d'aide significatif et régulière à ce proche malade. Ce sont les... Très bien, vous avez suivi. Donc, petite information, dans les autres études sur les jeunes aidants, la plupart du temps, on compare les jeunes aidants aux autres jeunes. Donc moi, dans mon étude, je me suis intéressée à 3 groupes différents. Les jeunes sans proche malade, les jeunes confrontés à une approche qui ne sont pas aidants, et les jeunes aidants, bien sûr. Donc l'objectif de cette étude, c'est tout d'abord d'identifier qui sont les jeunes aidants parmi un groupe de lycéens français, et puis de m'intéresser aussi aux différences qu'ont ces jeunes aidants par rapport aux autres jeunes. Quelles sont leurs spécificités? Donc pour cela, je me suis intéressée à plusieurs variables. Donc la famille de ces jeunes, leurs conditions de vie, leur scolarité, leurs activités extrascolaires, leur santé. Et puis pour les jeunes qui ont un proche malade, je me suis aussi intéressée à la perception de la maladie du proche et au soutien affectif que le jeune apportait à son proche malade. Donc attention, je tiens à préciser que l'ensemble des variables que je vais vous présenter, ça correspond à la perception que le jeune a de sa situation. D'accord ? C'est la perception que le jeune a de sa famille, a de ses conditions de vie, de sa scolarité. Donc cette étude, elle a été faite auprès d'adolescents scolarisés dans 8 lycées d'enseignement général et professionnel de la région Île-de-France, de la région Centre-Val de Loire et de la région Occitanie. Et aujourd'hui, je vous présente les résultats préliminaires des 1448 premiers participants. Et le recrutement est toujours en cours à ce jour. Donc dans mon étude, il y a 2 temps. Le premier temps, c'est un temps de présentation de 15 minutes en début ou en fin de cours. Pendant ce temps de présentation, donc je vais dans la classe et je présente à l'ensemble de la classe une petite vidéo qui dure 3 minutes qu'on a construite avec Lucille Montalesco. Et ensuite, je distribue aux élèves des documents, dont un formulaire de consentement. Et le lycéen doit ramener le formulaire de consentement signé à son tuteur légal, le consentement signé par son tuteur légal à son professeur principal d'ici la semaine d'après. Dans le deuxième temps, c'est un temps qui se passe pendant 1 heure de cours, et durant cette heure de cours, tous les jeunes qui ont bien ramené le document signé et qui souhaitent participer à l'étude peuvent répondre à des questionnaires anonymes et confidentiels, en individuel, qui sont soit en format papier, soit en format électronique. Donc, par rapport à nos 1448 lycéens participants, donc ils ont une moyenne d'âge de 16,2 ans, les plus jeunes ont 14 ans et les plus âgés ont 21 ans. On a 58% de filles et 41% de garçons. 49,4% d'entre eux sont en seconde. 23,3% d'entre eux sont en première. 35% sont en terminale et 1% sont en CAP. Donc sur l'échantillon total, on a 57,9% des lycéens qui ne sont pas confrontés à la maladie d'un proche. Ce sont les jeunes sans proche malade. Donc les autres sont confrontés à la maladie d'un proche, soit dans le domicile, soit en dehors du domicile. Sur l'échantillon total, on a 25,1% des lycéens qui sont confrontés à la maladie d'un proche dans leur domicile ou en dehors du domicile, mais qui n'apportent pas d'aide significative et régulière. Donc ça, on l'a étudié grâce à l'échelle MACA de Solbecker. Donc on a un score qui nous permet de savoir est-ce qu'ils apportent de l'aide à un proche. Ça veut dire que sur l'échantillon total, il nous reste 17% des jeunes qui sont confrontés à la maladie d'un proche, dans le domicile ou en dehors du domicile, et qui apportent un niveau d'aide élevé ou très élevé, c'est-à-dire 17% de jeunes aidants. Donc professeur Becker, well done, on est à 17% de jeunes aidants sur notre échantillon. On vous doit 10 €. Donc ce 17% de jeunes aidants, on ne s'y attendait pas, puisque comme vous l'avez pu le voir dans la présentation du professeur Solbecker, dans les autres pays, on est sur des pourcentages moins importants. On peut le comprendre par le fait que notre échantillon, ce sont des lycéens qui ont 16 ans, donc entre 14 et 21 ans, qui sont plus âgés que les études qui sont menées sur les jeunes aidants d'âge collège-lycée.
En plus, nous, on avait le choix d'ouvrir aux jeunes qui étaient confrontés à la maladie d'un proche en dehors du domicile, ce qui n'est pas toujours le cas dans les études. Mais même si on avait voulu restreindre notre échantillon aux jeunes aidants uniquement confrontés à la maladie d'un proche dans le domicile, on avait 12,2% de jeunes aidants sur échantillon total, ce qui correspond à 2 fois, voire 3 fois plus que dans les autres pays, dans certains autres pays. Donc sur les 17% de jeunes aidants, on en a 2 tiers qui disent apporter de l'aide à leurs proches. Donc il y en a quand même 1 tiers qui n'ont pas le sentiment d'apporter de l'aide à un proche. Alors qui sont ces jeunes aidants? Donc ils sont 245 dans notre échantillon. Ils ont le même âge que les autres jeunes de l'échantillon. Par contre, il y a 72,2% de filles. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve dans les autres études à l'international, c'est que les filles sont plus représentées parmi les jeunes aidants. Si on s'intéresse à la maladie du proche de ces jeunes aidants, dans 69,4% des cas, le jeune aidant est confronté à un proche qui est porteur d'une maladie somatique, grave, chronique, difficulté somatique. Dans 21,6% des cas, son proche est porteur d'une maladie psychiatrique ou d'un trouble de l'usage de substances, alcool, cannabis. Et puis 21,6% d'entre eux sont confrontés à un proche porteur de handicap. On en a 5,3% qui ne connaissent pas la maladie du proche ou qui ne l'ont pas renseignée. Donc par rapport à ces pourcentages, donc, effectivement la maladie somatique elle est particulièrement représentée. Donc le fait qu'elle soit plus représentée que les autres, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les autres études. Par contre 69,4% c'est assez important. Et surtout le rapport entre maladie somatique et maladie psychiatrique, ici, il est plus important que dans les autres études. D'habitude, on est sur 2 tiers, 1 tiers, et là, on est plutôt sur 3 quarts, 1 quart. Donc, comment on peut expliquer ça? Donc, déjà, on peut envisager le fait que la maladie psychiatrique dans notre échantillon, elle est sous-représentée par le fait que c'est difficile d'identifier le fait qu'un proche ait une maladie psychiatrique dans son entourage, parfois. Il y a des jeunes qui ne veulent pas parler de la maladie psychiatrique parce que c'est encore des problématiques qui sont tenues secrètes, qui sont assez tabous. C'est aussi des maladies que le jeune ne connaît pas, c'est-à-dire que peut-être que sa mère a un trouble de la personnalité ou un trouble de l'attachement, ou que son père a une dépression caractérisée, mais lui, il pense qu'il est déprimé, donc il n'a pas de maladie psychiatrique à proprement parler. Puis pour vous donner un exemple, donc quand je fais passer les questionnaires, il y a beaucoup de jeunes qui me demandent si l'alcoolisme est une maladie. Et le fait que la maladie grave et chronique soit particulièrement représentée dans notre étude, ça peut aussi s'expliquer par le proche qui est malade. Donc, qui est le proche malade de nos jeunes aidants? Eh bien, dans la majorité des cas, il s'agit d'un parent. On a... Oula, pardon. Ouais. Pour les pères, on a 27,8%. Pour les mères, on a 24,1% des jeunes aidants qui ont une mère malade et on a 2,4% des jeunes aidants qui ont un beau-parent malade. Donc là, on a une petite particularité dans Adocare, c'est qu'on a les pères qui sont les plus représentés. D'habitude, ce sont les mères qui sont les plus représentées, ce sont les mères qui sont les plus malades comme proches malades des jeunes aidants. Ensuite, nous avons la fratrie, donc les frères et sœurs à 16,3%. Les grands-parents pour 28,6% d'entre eux, et puis les oncles et tantes, les cousins-cousines et les amis dans 13,5%, 5,7% et 5,3% des cas. Donc on a aussi ici les grands-parents qui sont très représentés. Et donc on peut le comprendre par le fait qu'on a inclus les jeunes aidants confrontés à maladie d'un proche en dehors du domicile. Donc par exemple qui vont aider toute la famille pendant que le parent va particulièrement aider le grand-parent ou alors qui va aider directement le grand-parent qui n'habite pas dans le domicile. Notons qu'on a 32% des jeunes aidants qui sont confrontés à plusieurs proches malades. Donc, en ce qui concerne les différences entre les jeunes aidants et les autres jeunes, sur les variables dont je vous ai parlé tout à l'heure, on s'est d'abord intéressé à la famille. Donc, la première question qu'on posait aux jeunes, c'était est-ce que tu vis avec tes parents ensemble? Est-ce que tu vis avec tes parents séparément? Est-ce que tu vis avec un seul de tes parents? Eh bien, ici, il n'y a pas de différence significative entre nos 3 groupes. Ils vivent proportionnellement avec les mêmes personnes. Par contre, les jeunes aidants, c'est ceux qui vont le plus rapporter avoir une autre personne qu'ils considèrent comme un parent. D'accord? Par rapport aux autres groupes.
Je me suis aussi intéressée au fonctionnement familial et pour ça, les jeunes ils ont répondu à une échelle qui s'appelle la FAD qui permet d'avoir un score de fonctionnement familial à partir d'une dizaine d'items. Donc un exemple des thèmes, c'est « Il est difficile de planifier des activités en famille car nous nous comprenons mal entre nous ». Donc par rapport au score de fonctionnement familial, les jeunes aidants et les jeunes confrontés à une approche, ils ont un score similaire de fonctionnement familial. Par contre, ce score de fonctionnement familial, il est moins bon que les jeunes sans proches malades. Donc les jeunes aidants et les jeunes confrontés à une approche, ils ont plus de dysfonctionnements familiaux que les jeunes sans proches malades, et puis leur score seuil, enfin ils dépassent un score seuil en fait, qui montre que effectivement c'est la présence de dysfonctionnements familiaux. En ce qui concerne les conditions de vie, les jeunes aidants, c'est ceux qui vont avoir une perception d'avoir les moins bonnes conditions financières par rapport à leurs camarades, suivis des jeunes confrontés à un proche. Et puis les jeunes aidants, c'est ceux qui vont parler le plus une autre langue à la maison. 57,1% d'entre eux parlent une autre langue à la maison que le français, en plus du français. Pour la scolarité, les jeunes aidants, ce sont ceux qui ont le sentiment de moins bien réussir à l'école par rapport à leurs camarades. Ensuite, il y a les jeunes confrontés à une approche. Et ce sont aussi les jeunes aidants qui redoublent le plus au cours de leur scolarité. 19,6% d'entre eux ont déjà redoublé une fois dans leur scolarité. Donc par comparaison, les jeunes confrontés à une approche, c'est 11,2%. Pour la scolarité, je me suis aussi intéressée au rapport que les parents du jeune avaient par rapport à la scolarité de leur enfant. Donc par exemple, on demandait aux jeunes, est-ce que tes parents ils t'encouragent à réussir? Donc ici, les jeunes aidants, les jeunes confrontés à une approche et les jeunes sans proches malades, ils n'ont pas de différence. Ils ont le même sentiment que leurs parents les encouragent à réussir. Par contre, les jeunes aidants, ils ont le sentiment que leurs parents ils s'intéressent moins à leur vie quotidienne au lycée, qu'ils leur posent moins de questions sur leur vie quotidienne au lycée quand ils rentrent chez eux. En ce qui concerne les activités extrascolaires, les jeunes aidants, les jeunes confrontés à une approche et les jeunes sans proches malades, ils ont le même nombre d'amis proches. Par contre, les jeunes aidants, ils vont avoir moins d'activités avec leurs amis en dehors des cours, par semaine. Et puis les jeunes aidants, c'est aussi ceux qui vont avoir le plus un emploi rémunéré en dehors des cours. 12,2% d'entre eux travaillent en plus du lycée. Par rapport à la santé, les jeunes aidants et les jeunes confrontés à une approche, ils ont le sentiment d'avoir un moins bon état de santé par rapport aux jeunes sans proches malades. Et puis ces deux groupes, donc les jeunes aidants et les jeunes confrontés à une approche, c'est aussi ceux qui ont le plus de handicap et de maladies chroniques. Donc dans handicap et maladies chroniques, on entend asthme, diabète, allergie, problèmes de vue, donc vraiment beaucoup de choses. Mais on est quand même à 17% pour ces deux groupes. Donc je me suis aussi intéressée à la santé mentale de ces jeunes. Et les lycéens ont répondu à une échelle qui s'appelle le GHQ12, qui permet d'avoir un score de santé mentale. Par exemple, un des items, c'est « As-tu été malheureux ou déprimé depuis une semaine ?» Eh bien, encore une fois, les jeunes aidants et les jeunes confrontés à une approche, ils ont le même score de santé mentale. Par contre, ils ont un moins bon niveau de santé mentale que les jeunes sans proches malades. Ils ont plus de difficultés de santé mentale. En ce qui concerne la qualité de vie, les jeunes aidants et les autres jeunes ont répondu à une échelle qui s'appelle le Kidscreen 10, qui permet d'avoir un score de qualité de vie. Un exemple d'item, c'est « Tu as suffisamment de temps pour toi-même pendant la semaine ». Eh bien, les jeunes aidants ici, ce sont ceux qui ont le moins bon niveau de qualité de vie, suivi des jeunes confrontés à une approche et des jeunes sans proches malades. Enfin, pour la santé, on demandait aussi aux jeunes, est-ce qu'actuellement tu es suivi par un professionnel, psychologue, psychothérapeute, psychiatre? Ici, ce sont les jeunes confrontés à une approche qui ont le plus de suivi psychologique actuellement. Les jeunes aidants, ils sont suivis à hauteur de 11,4%. Donc pour ceux qui étaient confrontés à une approche, on demandait aux jeunes, est-ce que la maladie de ton proche, elle affecte ta vie sur une échelle de 0 à 10? Eh bien, les jeunes aidants, ils vont rapporter des chiffres plus élevés que les jeunes confrontés à une approche. Donc ça veut dire que la maladie de leurs proches les affecte davantage. De la même façon, pour la question est-ce que la maladie de ton proche te touche émotionnellement, sur une échelle de 0 à 10, les jeunes aidants,
ils rapportent aussi un score plus élevé. Donc ils se sentent plus touchés émotionnellement que les jeunes confrontés à la maladie d'un proche. Par contre, on n'a pas de différence significative entre les jeunes aidants et les jeunes confrontés à la maladie d'un proche en ce qui concerne la durée estimée de la maladie du proche, les informations que le jeune a de la maladie de son proche, et puis les difficultés rencontrées par le proche. Donc il semble que ce ne soit pas une différence en termes de maladie, mais plutôt une différence en termes d'impact de cette maladie sur le jeune, avec les jeunes aidants qui sont plus impactés. Voilà. Je voulais aussi voir si les jeunes aidants soutenaient effectivement davantage le proche malade par rapport aux jeunes confrontés à un proche, car ça c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans la littérature sur les jeunes aidants. Mais pour ça, les jeunes aidants et tous les autres, et les jeunes confrontés à un proche ont répondu à ces 4 items qui ont montré que les jeunes aidants effectivement soutenaient davantage leurs proches malades par rapport aux jeunes confrontés à un proche. Ils les encouragent davantage, ils les écoutent davantage, ils les rassurent davantage et ils leur montrent davantage leur affection. Donc là, on voit ici l'intérêt de différencier les jeunes aidants des jeunes confrontés à une approche dans une étude, car ils ont des points communs, mais ils ont aussi des divergences. Ils vont avoir le même niveau de santé mentale. Par contre, en termes de qualité de vie, on a les jeunes confrontés à une approche qui ont une meilleure qualité de vie que les jeunes aidants. Ils vont avoir un fonctionnement familial assez similaire, mais la situation familiale et la situation économique des 2 groupes est différente. Ils vont percevoir la maladie du proche à peu près de la même façon, mais par contre, les jeunes confrontés à une approche sont moins affectés par la maladie de leurs proches que les jeunes aidants. Donc en synthèse, si vous devez ramener quelques petites choses dans votre valise ce soir, tout d'abord, la première chose, c'est qu'il y a probablement 17% de jeunes aidants dans les lycéens français. Donc comme on l'a dit, c'est un pourcentage assez élevé, mais finalement, le professeur Baker voyait juste. Et puis il y a l'idée aussi qu'on est sur des lycéens, donc des jeunes assez grands. Par contre, pour les autres caractéristiques, on retrouve à peu près la même chose qu'à l'international. 1/3 d'entre eux ne pensent pas apporter de l'aide à leurs proches. 3/4 d'entre eux sont des filles. Le proche malade, c'est surtout un parent, un grand-parent ou un membre de la fratrie. Et puis, c'est surtout la maladie somatique qui est représentée. Donc, si je devais vous résumer l'ensemble des informations que je vous ai données en 5 points importants, je dirais que les jeunes aidants, apparemment, ils vont moins bien que les autres jeunes. Qu'ils ont des difficultés sociales, économiques associées, qu'il y a plus de dysfonctionnements familiaux dans les familles des jeunes aidants par rapport aux jeunes sans proches malades, par exemple, qu'ils ont plus de difficultés scolaires et qu'ils ont besoin de soutien. Donc ces 5 éléments-là, vraiment, comprenez-les comme des signaux d'alerte, comprenez-les comme des facteurs de risque. C'est-à-dire que si vous êtes un professionnel de l'éducation, un professionnel de la santé, ou même maintenant que vous êtes sensibilisé à la problématique des jeunes aidants, lorsque vous rencontrez un jeune qui a un proche malade, posez-vous la question de est-ce que c'est un jeune aidant ? Vous pouvez lui poser la question, est-ce que tu aides ton proche ? Mais une fois sur 3, il vous aura dit non, moi j'apporte pas d'aide à mon proche, voire même peut-être un peu plus, parce que c'est une question un peu intime, donc c'est pas sûr qu'il vous réponde. Par contre, posez-vous la question de est-ce qu'il y a des difficultés sociales et économiques associées ? Est-ce que ce jeune, il a des difficultés familiales ? Est-ce que ce jeune, il a des difficultés scolaires ? Comment va ce jeune actuellement ? Et enfin, est-ce qu'il a de l'aide ? Quelqu'un le soutient ou est-ce qu'il est seul ? Donc lorsque vous rencontrez un jeune qui est probablement un jeune aidant qui a ce type de caractéristiques, ça peut vouloir dire que c'est un jeune qui est en souffrance, qui est en difficulté et qui a besoin d'aide. Mais attention, comme on l'a vu dans les autres présentations, les jeunes aidants ne vont pas tous mal. Et d'ailleurs, dans les perspectives à venir pour mon étude, je vais aller m'intéresser aux facteurs qui font que certains jeunes aidants sont en difficulté et que d'autres jeunes aidants vont bien, développent des compétences, se sentent valorisés dans leur statut d'aidant, se transcendent bien dans leur famille, ont un bon niveau de qualité de vie. Donc en fait, c'est identifier quelles sont les variables qui agissent sur la santé et la qualité de vie des jeunes aidants. Et identifier ces variables, ça va nous servir à quoi ? Ça va nous servir très concrètement à penser des actions et à mettre en place des actions sur le terrain pour aider ces jeunes aidants. Aidons nos jeunes aidants. Donc là, je veux juste attirer votre attention sur le fait que tous les résultats que je viens de vous présenter sont des résultats préliminaires. D'accord ? L'étude Adoker, elle va encore continuer, le recrutement va continuer, donc il y aura d'autres analyses, d'autres résultats.
Et d'ailleurs, si vous travaillez dans un lycée ou vous connaissez quelqu'un qui travaille dans un lycée qui serait intéressé par cette étude, n'hésitez pas à venir me voir ou nous voir à la pause. Merci. Alors je prends juste une minute pour remercier les personnes qui nous ont aidés. Donc merci beaucoup aux financeurs, donc l'Université Paris-Descartes, Malakoff Médéric Humanis, le Crédit Agricole Assurance. Un grand merci aux partenaires associatifs Jade et Austral Mariposa. Un grand merci aux lycéens qui ont participé à l'étude. Sans eux, il n'y a pas d'étude, donc vraiment merci. Merci aux professionnels des 8 lycées qui ont mis en place le projet dans leur établissement. Certains sont là parmi nous aujourd'hui. Merci aussi au docteur Chardronnet et à Tristan Ammonière. Et puis merci aux étudiantes qui ont saisi les données, la majorité des données qui sont présentées aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Éléonore. Alors, on va passer le temps des questions comme tout à l'heure, mais elle est disponible voilà, toute la journée et par mail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la contacter. Merci beaucoup, Éléonore. Alors, je vais maintenant passer la parole au professeur Agnès Leu, qui nous vient de l'Université de Zurich, en Suisse, que j'avais eu le plaisir de rencontrer en 2017, quand on a commencé à travailler sur les jeunes aidants, et qui nous a qui nous a aidés notamment dans le projet AdoCare, avec voilà, son expertise, sa générosité, sa gentillesse aussi, pour que cette étude se déroule pour le mieux. Et elle nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui pour nous faire part de son expertise aussi sur la question. Voilà, je lui laisse la parole. All right, thank you. A very warm welcome from my side. You probably wonder why I'm talking English. This is parce que mon français n'est pas assez bien, comme vous pensez. I'm really sorry. I love the language, but my French is basic. So my welcome goes to all young carers and young adult carers first, because I know some of you sitting here have been in this role before or are still in this role. So thank you so much for coming, for joining us, for supporting our research. We will hear a lot more about participation and inclusion later on. And it's just a real pleasure being here. My second thank you goes to the lovely translators over there, because this is a huge job, so you can follow up in time what I'm telling you. And thank you for the technique and the camera. And last but not least, of course, thank you so much to all my colleagues who are here today, who are doing an amazing job in pushing this important subject forward. It's really important, and I know that some of the politicians already left, but that doesn't matter, because all of you are here, and your voices will have an impact, because you will tell about what we have been talking today. You will be in contact with young carers and young adult carers in your professional life, and so please support us in doing what we are trying to do as good as we can. So now, we heard this morning, we had a fantastic presentations, all of them, I think, very different ones. My presentation is completely different, and because it just goes to strategies, thinking forward, thinking about what else can we do. And it doesn't mind, so the idea of the presentation is not minoring or minimizing what young carers and professionals and organizations are doing. It's just telling you as well that we have to go one step forward. We need to, because it's so important to do it. So my idea of today was showing you a little bit about the key factors
for a successful young care strategy, and it's easier when you have an example. So we decided, and this is a huge honor, of course, for Switzerland, to just take the example of Switzerland, let you know how we did in practice. So how did we really do it? And then I'm going to my risk factor today, so the classification of country level responses to young carers and the question, where stands France? Yes, we will see how I can swim there, but I'm quite hopeful. And then I even think I could give some points or some advice to France. We will see what that really helps, but I will try. So let's start. This is the most important slide of today. And most of the points, of course, you already know. But still, in the UK, with my colleague and mentor and friend Solbecker over the last years, I learned a lot. What I learned was the first point, the most important point. Nonetheless, whatever you do, there is still more to do regarding awareness raising and identification. These 5 points I will point out later in detail, but it shows you what I'm talking about next half an hour. And please give me a sign when half an hour is past, because I want to have some questions left or some time for questions. All right, so own reliable research base. Very important. It needs a strategic approach. I've seen a lot this morning, fantastic research, and we probably need to think about this as well. A shorter or brief point on legislation and initiatives. What are we doing? What can we do? And how can we push the topic of young carers on the political agenda? And very important, all the organizations, the NGOs, private organizations who are here today or who are not, they should know about the topic. And the most important point, it's at the end, should be first point, but there is a reason why I have put it on number 5. All right, awareness raising and identification. Still, after years and years of research, we are always getting back to the starting point. And why is that? Because a lot of young carers, a lot of professionals, a lot of organizations and the states, society, they don't identify young carers. There are plenty of reasons, as we heard already a little bit today. One point is the hidden subject. Mostly young people and families or close friends, they don't want to tell, I'm a young carer or I'm in this role. It doesn't even need the term young carers. It's children in need, but to be honest, it makes it much easier when we have a term we can refer to. So we decided, even we speak 4 other languages than English in Switzerland, we decided we go with the English term. The reason is we need to tag on and to connect with international research. Really, really important, because sometimes some of you are psychologists. So you go to very defined congresses and conferences regarding the subjects you are talking about. So sometimes when we had a huge conference about psychological aspects in Switzerland, all presenters were talking about young carers, but no one was actually using the term. Yeah, this is because we are working in different disciplines. This is a very important point too. In order to raise awareness, identify young people, we need to connect with other disciplines. So myself, I'm a social worker and a lawyer from the base, and I'm a professor for ethics and law. So I have 4 different disciplines. I'm trying to actually stay on top of it, and I always try to connect with other disciplines. That's what you need to do when you want to work with young carers. Not only doing research, that's one point. It's an important point, as we will see, but it's not the only point. Our biggest and hugest challenge is to connect research with practice. So how can we actually, whatever we heard this morning, how can we get all this into practice? And how can we have measures or support for these young people? Because this is what they're interested in.
we are interested in as well, but still we need some figures first. So this point is important. Always go back one step. Try to go back and think about what have we been doing the last 5 years. Go back and think, okay, is this a strategy we are following up, or do we just everything a little bit of this and a little bit of this, and there is no strategy? That can't be successful at the end, because the aim and the end of what we are doing is still supporting and doing or making the situation of young carers better. Now, as promised, a little bit going back in Switzerland. So when I came back from the UK, where I had a huge pleasure to work with Sol Becker, I got a lot of advice, and what did I do? I did learn from others who are ahead of us. And that is what I realized France is doing at the moment. They are doing a lot of things we have been doing in Switzerland like 2 or 3 years ago. And this is a very good strategy, checking out what have they done in Switzerland. Is this actually what we want to do as well? Or it could be you want to do it different. It doesn't matter. You just don't do the same things all the time because it needs to be country-specific. And that's what Aurélie did with her team, and this is fantastic. So now, Switzerland, it's a bit different. When I came back, that was actually a coincidence, and I know that in France, the same thing is happening at the moment. So we know that there is a Carers Act or Carers Strategy in the background, and that was the same in Switzerland. The Federal Council, he said in 2014, yes, we need a carers strategy. But then, same time, he said, yes, we need a care strategy, but people under 16, that's not actually the scope. And that was, of course, the best thing he could do, because so we could push with media, with everything, with television, on blogs, on Twitter, and so on, to push it forward and get in contact with the most important politicians in Switzerland. So this, one of the most important politicians in Switzerland, I don't know who the person is in France, but I know the person in Switzerland. So you find out who this person is. So Mrs. Schmid was the person in Switzerland, and she said in a postulate, no, this is not the way to go. We have to do something. So she pushed, and she put in a postulate. And that was, so the Federal Council had to go back to this postulate, because he couldn't just ignore it, because it was in the parliament. So what he did then, it was quite clever. He said, okay, so we want to have attention, special attention on young carers. At the same time, he said, but we are not talking about this postulate anymore. What we are doing is, we are doing a call for a research project. That was the chance for us as a research organization, of course, having one foot in the door. So when this call went out in 2017, we offered, and the interesting thing is, we actually got it. And now we are coming to point 2, having your own reliable research base. Whatever you hear from Switzerland, from the UK, from other countries, it's all great. I don't want to minimize it, but France needs his own research base. And that is what is happening at the moment. We heard already a lot this morning, and I'm sure it's going step by step. So you don't even need to read it, but you can see, because this is like 2014, and it goes to 2021, and now I'm quite under pressure, because I need some more money, because it's already 2019, because as you know, research is financed by national grant organizations and so on. Very important. You need the money to be neutral and on your own. You need the money from universities, but as well you need money to have research from other competitive grant organizations. And the most competitive grant organization in Switzerland is the Swiss National Fund. That's what we have been doing for many years now, a huge project together with the UK, having a look at the UK, what could we do in Switzerland, and so on. So we started in 2014 with
qualitative research. Simply said, we just wanted to have faces. We wanted to show, yes, we have young carers in Switzerland. That is what you are doing as well here in France. And I know how difficult it is because there is a risk. So as soon as you include young carers in your research, you always have to consider and to support and protect them from media. I explicitly say it a little bit negative because I'm talking about this later on. Media has a lot of impact, a lot of positive impact, but there are risks as well. So second, what we needed, and that's the step where France is at the moment, we needed quantitative representative research. We needed numbers. And this is really important. I know we can say, in my personal opinion, it doesn't matter whether it's one young carer or whether it's 1 million, because the one is even more important than the 1 million because every person is important. And this is why numbers are only important for politicians. They want to know how many, because then they can think about the economic long-term impact of caring. And that's something which comes a bit later. Next point was what France already did with a study, what we have been doing the last 2 years as well, transition phases. Checking the phase between 15 to 18 because this is really important because they are going into vocational training, they are going into colleges and so on. Whatever you are interested in on this slide, this is all on our homepage. And whenever you have any questions too reliable on research base, please come back to me later on or with an email in a week or two. Because this is a complex strategy all over the last years and hopefully it's going on. And what I said in the beginning is I'm getting a bit nervous because it's already 2019 and I don't have any further money for 2022. That means at the moment, although doing a lot of research, at the same time, we are doing new proposals to get money for 2022 because the teams are paid by this money. Right, let's have a look to the next. This is nice. This is what Sol already talked a little bit about. This is the MeWe project. So this is more on well-being and resilience, but what I want to say with this slide is we had a legal part as well. And as my background is a lawyer, I was really, really excited to do something for the legal structures. So what we did, we wanted to find out how about the legal structure and policy in 6 European countries. Now, this is exciting because in about 2 weeks' time, this will all be published. So this could be a next step for France when we talk about what are the next steps here. So what, simply said, we just wanted to know how the legal structures for young carers are and if there are structures, whether or how they can be supported. And so this was the main aim of Work Package 2. Now, that's what I said before. We need NGOs, organizations, and so on. We need media, but how are we doing this? So how can we engage media with this subject? The most important thing is don't get in contact only with media when you need them. Stay in contact all the time. So certainly you invited media for today. Certainly we are doing Twitters, websites, blogs and so on after the conference, but it's really important. Try to invite them as VIPs to advisory board meetings, do special things with journalists, because one day they will come back to you and doing a fantastic documentation, because national TV is important. That's the next step. So you need to have a real good film on young carers on national TV in your language. We only have one in Swiss, and this is a 1-hour documentation. And the important thing is the preparation for this took us 2 years. But whenever you like to have a look, it's fantastic because it concentrates on young carers, a little bit about expertise, but mostly on young carers, and completely different families and very positive, showing the resilience. All right, yes.
We had some other smaller TV contributions, which were really interesting as well. Now, coming to my point I like most, these pictures and photos were from the conference already mentioned in Neuchâtel, in the French-speaking part of Switzerland. And these are our young carers, starting from 8 to 25, who actually following us wherever we go. Yeah, because this is important. They should follow us, not we should follow them, because it needs to be completely their will to do it. And what we realized when we had this huge TV production, so this film, we had, I think, more than 2,000 journalists following up with us after the documentation. And this was a difficult situation, and we were prepared, because this is important. If you have something on national TV, you need to be prepared, because there are coming a lot of questions. And you need to be prepared to support and to protect the families who are in the film, and try to leave the responsibility with the Swiss television or with the France television, and not with the research team. So this is really important, a huge ethical question. All right, so now, what we experienced the last years in research is that participation and inclusion of young carers in research is important. The question is, at what stage? So, for example, when we had this huge survey in schools with 226 schools, it was really important that we could pilot and design the questionnaire with these young people, because they were aged 9 to 15. So it's really not the same thing asking questions to adults than asking questions to children. And of course, we have been working with films, introduction films, pictures, and so on. And at the very end, I think still the most important point is, even if you have been working with them a long time, it could be that after 3 years, 5 years, 7 years, these young people don't want to be included anymore. And this is important, that you have a real good empathy and to realize when it's enough, because it's not always positive. It could as well be a burden to be so much included in research. And that's what we are always stating in the very beginning when we are working with young people. Please never feel obligated to do something for us. And whenever we call you, please feel free to say, I don't like to do it. Now, let's see. Ooh, now, we are getting hungry. No. I'm coming to this point, which actually, so Becker said, I leave her to Agnes, but it's not really trouble, because I think it's actually a huge chance, because when we did this, so you can see the letter, and the letter is so interesting, because what we have been talking about is, where stands France when you have a look, for example, at what have they done in research? What have they done in policy? How do they support young carers? What are politicians doing, and so on? There are some interesting questions, which I really recommend this article we have there. So you see, we have been working on this about 5 years, Solbecker and I. Published, it was in 2016. Then, of course, France was actually awakening. And there are some categories like emerging, and you can go up to number 1. And as you can see, not even the UK is there number 1. So what the aim of the classification is, and there's a lot to read and really interesting things, I must say. But for me, the more interesting thing is, whenever we go to international conferences, we just have this letter, and then we want to know, for example, we have the next conference in November in Switzerland. We just want to know what happened in France since 2016. So now, in my opinion, when we update this letter or this classification, you went just up like at least, let's say, 1 step. Of course, we have to verify this very seriously, but now let's have a look why I think France did a real good step forward or step up the ladder. As we are here today, that's the program.
And when I first got this program, I thought, interesting. They are actually exactly doing what you should do. Awareness rising by conferences. Awareness rising and identification on 3 levels. It's not only us on the micro level, it's not only the organizations on the meso level, it's always as well the society on the macro level. Very important. So, good point. France is going on. Next point, own reliable research, a door opener for transfer to politics and to public. Of course, very important, very good next step here, so we can actually see what you are doing. Of course, as you know, it's a huge challenge from doing research to going into practice, and this gap needs to be bridged, and that's what we have to do in different countries. I actually said AdhoCare research strategy ? That only means, is there really a strategy behind all the research you are doing? I think so, but you must be absolutely sure, and you must be absolutely sure what is the impact and how does this research continue to improve the situation of young carers. And for me, the most important element is learning from others. It's always the same thing. We, as a country, learned from the UK, who was much advanced. France has been learning a lot from Switzerland and other countries, of course, but there is still, you can still overtake us and going immediately to number 4. So now you are awakening, but you could go up to number 4. All right, so there is what I said already. Again, legislation and initiatives. What do you know about the legal structure or the legal situation of young carers in France? Find out more. This is a huge and not really difficult thing to do, analyzing what legal structures you have and how could you actually improve it, because there is specific legislation, what we have been talking about, only the UK and a little bit in Sweden, but there are other countries like France, Switzerland, Belgium and so on, who have actually non-specific legislation, what means there is legislation for children, for example, but it's not specific for young carers. And the question is, and this is a question on the macro level, is the society ready to do more? Do we want to have legislation regarding young carers? Question mark. I would be very careful with this. I would advise going a similar way like the UK, doing assessments, because as soon as you're talking about young carers and work-related issues in the same sentence, you are always talking about minors. So you have to have this in mind. And then one point, before we go to a more practical element, is the leadership role of NGOs. Again, I said this before, you have these organizations here already. You started this excellent, and my question would just be, do you probably need a name which is connected more with international research like Young Carers France as the second name or as the subtitle? Because what you have is Jeunes Aidants Ensemble, what I actually like much better, because it's a nice element, but I'm questioning whether you should have a second name or term for it, like all the other countries, Carers Finland, Carers Sweden, and so on. And to my shame, there isn't an organization called Young Carers Switzerland, because this has something to do, all organizations think they want to have the lead, and this is not possible. This is a thing you have to do ensemble or together. And this is why I just wanted to congratulate you that you are really on the good way here in France. Now, this is the most important point regarding young carers participation. Listen to young carers' voices. And because I planned a little film here as the final film or point of my presentation, I asked Laure to come and follow me on the presentation desk, because Laure has been with us 2 years ago at Neuchâtel,
at the first Swiss conference. And she is speaking, of course, in French, letting you know what would be so important or why is it so important to actually support young carers. Merci beaucoup, Laure. Bonjour, alors moi je dois parler tout à l'heure cet après-midi et Agnès Le m'a demandé de finir son intervention. Donc en fait j'ai pris un extrait de ce que je vais dire tout à l'heure. J'espère que ça ne va pas arriver comme un cheveu sur la soupe parce que en fait, c'était dans le développement d'une pensée. Mais arrivé à la fin, puisqu'elle m'a demandé de parler, moi, de ce que je pensais, de ce qu'il fallait mettre en place concrètement pour accompagner les jeunes aidants. D'abord, je pense qu'il est urgent de déclencher une prise de conscience globale sur la situation des jeunes aidants, d'aller sur le terrain pour sensibiliser et impliquer les différentes institutions et les acteurs qui sont au contact quotidien des jeunes. Il est urgent de décloisonner et d'avoir une vision globale. C'est urgent. Les maladies ont des causes multifactorielles, il en est de même pour les conséquences. Il y a une vraie réflexion collective et systémique à avoir. Je pense qu'il faut pouvoir tisser un réseau d'acteurs, que le corps médical, les hôpitaux, qui sont les premiers à nous repérer, les premiers à nous voir tous les jours auprès de nos parents, l'école, les associations d'aide, les assistantes sociales, travaillent ensemble pour proposer des ressources à ces jeunes et un accompagnement suivi dans leurs démarches et leurs besoins. Je crois aussi qu'il faut créer des permanences pour les jeunes aidants dans les hôpitaux, pour qu'ils trouvent une porte enfin ouverte et des interlocuteurs aptes à les accueillir et à leur répondre, qu'ils mettent en place des moments réguliers de parole avec les médecins dédiés à la compréhension de la maladie et à ses conséquences, et afin aussi de nous permettre de participer aux décisions concernant le processus médical du parent malade. Parce que la réalité, c'est que de toute façon, on y prend part activement et quotidiennement à ce processus médical. Un réseau d'acteurs pour informer les établissements scolaires, pour qu'ils puissent comprendre pourquoi il y a des absences. Ma sœur n'a pas été acceptée en classe prépa malgré ses 15 de moyenne générale et sa mention bien au bac à cause de ses absences. C'était 3 mois avant la mort de maman. Pour informer l'administration, pour qu'elle comprenne pourquoi non, la mère devenue tétraplégique ne pourra pas signer le formulaire de renouvellement de la carte d'identité de sa fille mineure, qu'elle ne pourra pas se déplacer non plus parce qu'elle est en chimio, mais que si, il va falloir trouver une solution car dans 6 mois, elle passe son bac et que sans carte d'identité, pas de bac, etc., etc. Aider, c'est prendre le risque de la vie, c'est prendre le risque de se laisser transformer. Donc si tout est rigide autour de nous, c'est très compliqué et ça devient complètement schizophrénique. Et ce sont nos forces vitales que l'on épuise, notre confiance en le collectif, en la société, comme possibilité de résolution. Merci. Merci, Laure. Merci. Merci, Laure. Okay, that was what I like most. What she said was one term, one open door. So comment on dit, door ouverte? Oui, une porte ouverte. Une porte ouverte. So this is what I think is the way to go for everything I've been talking about. If we have an open door, then it's just a great experience and hinders in a positive way said, opens the opportunities for these young people. And I wanted to thank you very much, and I wanted to actually have the opportunity for questions. This is why I have this, and I asked Amarantha to stop me, so we have like 10 minutes to lunch break, and it would be a pleasure, whatever questions you have. I know it's very hot in here, and we are really bit tired, but still, if you have any questions, please feel free to ask now, or ask me just later on, or send me the questions by email.
Donc là, on vous donne enfin l'opportunité de poser une question, c'est le moment d'y aller. It's not so easy because you are hearing so much and then you have just to decide what is the most important questions I wanted to ask. Merci Agnès Le. Alors, ce n'est pas une question. Non. OK. Just to be sure. C'est perfect. OK. Juste peut-être pour vous dire qu'effectivement, l'alliance entre la recherche et la clinique est quelque chose qui s'est fait de façon très naturelle dans notre rencontre il y a maintenant plus de 2 ans avec le laboratoire Processus de santé psychopatho de Paris-Descartes. Et peut-être aussi vous dire que en France, cette question, comme Gwen a pu vous l'exposer, a été une question très difficile à mettre sur la table. Comme elle l'a dit également, il ne faut pas confondre prudence et frilosité. Il n'est pas très étonnant que la France ne soit pas super en avance, pour plein de raisons. D'abord parce que nous avons un petit côté latin, et deuxièmement parce que toute la question de la jeunesse n'a jamais été prise sous cet angle-là. Soit le jeune était lui-même impacté par une maladie, par une difficulté scolaire massive, ou c'était le parent. Mais jamais, et je me souviens tout au début, il y a 8 ans, pour pouvoir avoir des subventions, les fondations me répondaient « C'est bien dommage, vos enfants ne sont pas malades. C'est bien dommage, s'ils avaient un handicap, vous pourriez répondre à l'appel à projet. » Donc il faut aussi que la société évolue, ce qu'elle fait de façon considérable. Je pense qu'on a aujourd'hui, depuis très peu de temps, je dirais depuis 1 an, une mobilisation d'un certain nombre de nos hommes et femmes politiques. Je devrais dire l'inverse, les femmes politiques et les hommes politiques. Surtout d'ailleurs que je ne vais énoncer que des femmes. Aujourd'hui, ce qui est à attendre, j'ai avec Amaranta et Aurélie et Géraldine porté pas nos voix, mais la voix des jeunes aidants dans leur diversité auprès des pouvoirs publics. Et je pense que nous sommes en passe d'être attendus, puisque la situation des jeunes aidants, je suis tout à fait d'accord avec vous, elle est transversale. Et j'ai donc suggéré à Madame la ministre Agnès Buzyn de réaliser une réunion interministérielle avec le ministre du Travail, le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de l'Université et de la Recherche et évidemment le ministre de la Santé. Je pense que cette réunion va se tenir durant l'été, d'autant plus qu'il doit y avoir rendu au président de la République Emmanuel Macron un plan national de mobilisation des aidants qui devrait être tendu avant le 15 juillet. Et tous m'ont assuré que la part belle serait faite aux jeunes aidants. Donc en France, il faut avoir un petit côté pitbull, pugnace, ce que Amaranta, Géraldine, Aurélie et moi, nous partageons de façon très joyeuse. Voilà. Thank you so much, and I completely agree. And I wouldn't even say that France is behind. You can just see the positive thing. You are on the table. So there are some countries which are not visible at all. So there's probably just a little bit more time, a year or two, and then we know a lot of the points you have done already are actually written down as well. Yeah. Alors, qui a une autre question ? Bon, je vais prendre au plus près pour commencer. Merci. Bonjour. Benjamin Laurent, donc je suis journaliste. Donc merci de votre intervention sur les médias. Je pense que vous avez totalement raison. Et ma question va justement porter là-dessus. Est-ce que vous avez une idée de la façon dont on sait que l'information en santé est importante pour réduire l'anxiété, le stress des familles lorsqu'il y a une maladie. Est-ce que vous avez une idée de la façon dont les jeunes aidants s'informent et dont le corps médical, la qualité de l'information qu'ils vont leur donner ? Est-ce qu'il y a des choses dans vos études qui ressortent de ça ? Thank you so much for addressing this important point, and thank you for letting me know that you are a journalist and you haven't been offended what I said, because it's important that there is a good
cooperation. Yes, we actually have, the point is, we had just finished a huge study in Switzerland with 55,000 people, and the main question was, what are the needs of carers? All age groups, 9 to 93. And one of these questions exactly mentioned this point, or was thinking about this point. So what do they need? And there is a priority list, 1 to 5. And information is very, very early mentioned. So the most important point, so the most mentioned need is actually having an emergency contact. And the second was getting information. So this is basic information, what they need. So how can they get it? This is a completely different question. And there, our experience is, we have been working in different blended learning network groups and in get-togethers with young carers. And what we realized, that they actually want to get the information about, as, for example, in form of a serious game. So probably not all of you are aware what serious gaming is. So serious gaming is really important and getting up on the top list when you talk about illness, because it's not really cool to be told in a leaflet about a mental illness, for example. So there should be an element which is a playing element. So these serious games are used in university, children's hospitals in Switzerland, when they do trainings, therapies, and things like that. So they're using games, but not games like the games we probably know with war plays in, not at all. It's really serious, and this helps young people to get engaged with each other. This is the experience we have in Switzerland. This helps because, to be honest, one reason why they don't talk about it and about the illness is because it's not cool to talk about it. It needs an element with which children and young people can work, and this could be a game. Sometimes it's even a simpler, it's an app where they can actually get the information. But we are here at the very beginning, and the app development is part of the huge Horizon project as well. So we will finish this in about 1.5 years, and then we get more information, and we can actually share information with you. Yeah, but it's a very important question. Thank you. Alors, une autre question par ici. Oui. Vous avez beaucoup parlé des jeunes aidants et du coup, j'aimerais savoir, en Royaume-Uni et en Suisse, dans les interventions que vous proposez aux jeunes aidants, quelle place prennent les parents dans ces accompagnements? Thank you very much for this important question. Yeah, it's what, so the role of parents in research, for example, is to know whether there is a bias, what young care is saying and what parents saying. Because the problem is what we have been doing, I've been doing research in Germany with my PhD, and he has been doing research with young carers and teachers and parents, so this triangle, to find out whether there is a difference, what they're saying. And from a research point of view, I would just say it's important that parents are open for this kind of research. In practice, it's sometimes very difficult because young people, they feel an obligation against parents and think, I'm not allowed to say this, or they think it would wound parents, or it would even harm parents if they talk about young carers topics with someone else. And so I think parents have a very important role, and it's really important not to get them the feeling they are not able to do the job right. I just say this way because it's a very ethical and important point, and has a legal component as well, because we are mostly talking about minors. So of course, parents even have a legal obligation to support children, but it's difficult because parents as well don't want to be open sometimes about the situation, because they fear that someone is intruding or is actually destroying the family, and this is a huge problem.
So I would say the role of parents is very important, but it depends as well on the age. So when young carers are getting a bit older, like 13, 14, 15, friends are getting a more important role. And there is one thing which really concerns me a bit, because from a lot of young people I know that they are not even talking with their best friends about the role, out of fear as well that they will be bullied. And sometimes what we found out in Switzerland in research is really interesting. They have like 2 different windows. So they have like a healthy window in school where they actually say school is like holiday. So they feel free in school because they don't need to talk about this topic. And at home they have a second window where they are together with illness or with accidents or with things like that. So they have these 2 windows, and they don't want to actually show the window where the illness is. So this seems a very important point as well, that depending on the age it's really different, because much younger children, they can't express so well, and mostly they have it just inside, and what they say, it's normal, because when you ask them since when, or can you remember since when you have been doing household tasks and so on, they mostly say, since I can remember. And this is concerning, because this is what Sol said as well, there is an increasing number with younger children, and so we need to be very, very careful to get more support in schools and changing the curriculums in colleges, in universities, from healthcare education professionals. We must change the curriculums. We must have more, even with psychologists, very important that they know what children in need, could be young carers, but could be others as well, need. So, yeah. Thank you. Il y avait une dernière question, mais je ne sais plus où c'était. Ok, non, il n'y en a pas une dernière en fait. Oui, je vois, mais en fait, il y en avait une ici tout à l'heure, mais c'est pas grave. Je me déplace. Donc là, il faut me remontrer qui avait une question. Ah oui, pardon. Merci. Je vais faire vite. Je dois organiser la journée des aidants le 6 octobre prochain. Elle est ouverte, cette journée des aidants, en fait la 10e année, sur une population d'un aidant, sur une population d'aidés âgés, avec, c'est vrai, aujourd'hui une politique sur les personnes âgées qui est en train d'évoluer dans le bon sens. Pour les jeunes aidants, je ne sais pas sur cette journée, honnêtement, quel angle prendre pour convier au sein de la collectivité et sensibiliser. Voilà. Madame Élienne, je voulais vous demander, vous avez l'opportunité de croiser nos politiques. Cette journée des aidants, est-ce qu'on pourrait y rajouter le mot jeune à côté, ce qui nous permettrait de taper fort sur une politique aujourd'hui qu'il faut faire évoluer? Alors on va éviter de taper quand même. Est-ce qu'Olivier Maurice est dans la salle? Il est là, voilà. Donc je vais laisser répondre Olivier Maurice, qui est responsable du collectif Je t'aide et qui organise sur le plan national la journée nationale des aidants et qui fait la part belle aux jeunes aidants. Merci beaucoup pour cette question. Je pense qu'Amaranta et Françoise aussi pourraient très bien répondre à ma place, puisque l'association Jeunes Aidants Ensemble fait partie du collectif Je t'aide, collectif qui chaque année porte la mobilisation autour de la Journée nationale des aidants. Donc pour ce qui est de cette année, tout comme chaque année, on sollicite les aidants en début d'année pour avoir la thématique qu'ils souhaitent voir abordée lors de la mobilisation. L'an dernier, c'était la santé. Cette année, c'est la précarité. On a vu d'ailleurs, à travers les différentes interventions ce matin, que la question de la précarité ou d'une forme de difficulté revenait souvent. Donc, pour ce qui est de cette journée à venir, qui sera la 10e, nous sommes en charge d'organiser la mobilisation autour de cette thématique et aussi autour de thématiques croisées.
Et cette année encore, on mettra en place toute une action de communication sur les semaines qui viennent, donc c'est imminent, spécifiquement sur les jeunes aidants, avec des visuels propres à essayer de les amener à s'identifier, de se reconnaître et d'être reconnus. Après, chaque organisateur d'événements, et chaque année on en a à peu près 250, est libre d'organiser une initiative spécifique sur les jeunes aidants. Nous, de notre côté, évidemment, on sera aux côtés de cet organisateur ou de cette organisatrice pour que cette journée se passe au mieux et pour vraiment lui donner un maximum de visibilité, notamment médiatique. And may I just add something? And one of the interesting angles, thank you very much, could be the generational angle, because you have the numbers. For whom are they caring for? For grandparents as well. And there is a number. So in Switzerland, we tried to do this generational angle. So what we did is putting some very, very small articles in newspaper talking about these generational points, like grandchildren caring for grandparents. So this could be quite a more strategic angle. And there was another question up there with the gentleman. Yes, on the very top. Ok, c'est la dernière question. Bonjour, je suis médecin, et médecin du travail, donc j'ai une analyse un peu particulière de la situation des enfants, et surtout des enfants de 5 à 7 ans, en type d'exposition professionnelle. C'est assez monstrueux quand même. Et est-ce qu'au travers de ça, d'un point de vue psychologique, il n'y a pas une analyse qui est faite comme celle qui pourrait être faite pour de la maltraitance? Parce qu'à mon sens, on relève de ça. Et la responsabilité de tout un chacun, et même de la collectivité d'une manière générale, comment peut-on, comment ose-t-on exposer des gens comme ça? That's actually quite an interesting angle. What Doctor, I don't know your name, of course. Thanks for the question. Important point, and I didn't talk about it. Shame on me. So the question here would be, of course, it's not child abuse, but I know what you mean. So what you have to decide as society, as public in France, is what is the first priority we want for young carers? The first priority must be, in my opinion, they are not in a caring role. So this is priority one, not having young carers in the role they are. So the point is, we know, because we have the numbers, that they are here. So what are we doing? Second priority is supporting the network around them so they have to care less. And the problem with, especially the younger people, is the tight binding, the love for the parents, the children, the siblings they have. They actually want to do something. And I completely understand what you're telling me, but I think we need to be realistic and we need to accept that we have this group of young people in need, and they don't even need to be called young carers. There are a lot of other young children in need with parents in divorces and so on. So I think you need to have your priority list in France. Priority one is not having young carers, if you want to. Priority two, if we know we have them, supporting the network around them to actually have less of them. Alors, merci beaucoup. Je propose d'applaudir une dernière fois. Et alors, je vais, avant de vous laisser déjeuner, je vous demande encore 2 minutes d'attention. D'abord, pour vous demander de ramener les casques tout de suite, là, en sortant. On n'en aura pas besoin cet après-midi. Deuxième chose, c'est qu'on se retrouve à 13h45, pétante parce qu'on a une petite surprise. Et enfin, je vais donner la parole à Mamie Foodies qui nous propose le déjeuner. Oui, bonjour. Donc, je voulais juste vous dire un petit mot sur Mamie Foodie. Donc, Mamie Foodie, c'est un service traiteur où tout est cuisiné par des grands-mères ou des grands-pères. Donc, on vous a préparé toutes ces petites douceurs au cours de la journée. Donc, le menu du déjeuner, c'est soit du poulet au curry avec du taboulet,
une salade de lentilles au saumon fumé ou bien un plat végétarien, une salade de fusilli aux légumes, asperges, poivrons grillés et pickles. Donc en fait, on se retrouve dans le hall et si vous nous donnez votre petit ticket que vous avez eu, on vous redonnera une box en fonction des menus. Et je voudrais vous dire un petit mot. Aujourd'hui, une des grand-mères qui a cuisiné, c'est Mamie André. Malheureusement, elle veut venir dire un petit mot, mais elle est bloquée dans les transports. Mais elle sera certainement là à nous aider à distribuer les box. Donc n'hésitez pas à lui parler de ses bonnes recettes si ça vous plaît. Donc voilà. Et dernier petit mot. Donc c'est que dans des boîtes recyclables. Donc si vous ne trouvez pas de poubelle où les mettre, ramenez-les nous à la fin, on les jettera nous-mêmes. Merci beaucoup.